Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump assure qu'un accord avec l'Iran est très proche et demande à Israël de ne plus bombarder le Liban, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump assure qu'un accord avec l'Iran est très proche et demande à Israël de ne plus bombarder le Liban. Une entente a été trouvée sur le détroit d'Ormuz, mais sur le nucléaire, le président américain et l'Iran se renvoient la balle à propos du sort des stocks d'uranium enrichi. Publié le 17-04-2026 20h42, mis à jour le 18-04-2026 1h14. Temps de lecture, 3 minutes. Donald Trump s'apprête à tenir un discours lors du Turning Point USA à Phoenix le 17 octobre 2026. Jim Watson, AFP. Un espoir de paix. Donald Trump a assuré vendredi 17 avril qu'un accord avec l'Iran était une forte possibilité. Nous sommes très proches. On dirait que cela va être très positif pour tout le monde. Et nous sommes sur le point de conclure un accord, a-t-il déclaré lors d'un bref entretien téléphonique depuis Las Vegas. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas encore annoncé d'accord après ses messages optimistes, Donald Trump a répondu qu'il souhaitait une confirmation. Je veux que ce soit mis par écrit, a-t-il dit. Auparavant, le président avait salué sur son réseau Truth Social l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le commerce mondial et contrôlée par Téhéran. Merci, a-t-il écrit dans un message ayant suivi cette annonce, avant de préciser que le blocus américain sur les ports iraniens resterait cependant en vigueur jusqu'à ce qu'un accord avec l'Iran soit achevé à 100. Il a également affirmé que l'Iran avait accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz. Ce ne sera plus utilisé comme arme contre le monde, s'est-il félicité. En outre, Téhéran a retiré, ou est en train de retirer, toutes ses mines marines dans le détroit, avec l'aide des États-Unis, a assuré le président américain, sans toutefois fournir de détails. Par ailleurs, les États-Unis obtiendront selon lui toute la poussière nucléaire iranienne, le terme qu'il utilise pour désigner les stocks d'uranium enrichi, sans qu'aucune somme d'argent ne soit échangée de quelconque manière pour cela. L'Iran a nié avoir accepté le transfert de ces stocks d'uranium enrichi, au lendemain de déclarations de Donald Trump sur ce sujet qui se trouve au cœur des contentieux entre les deux pays ennemis. L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, cité par la télévision d'État. On va y aller ensemble avec l'Iran pour récupérer l'uranium enrichi, a affirmé Donald Trump lors d'un événement de l'organisation conservatrice Turning Point en Arizona, avant d'ajouter « On va aller le chercher, on va le rapporter aux États-Unis sous peu ». C'est en tout cas la première fois depuis le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran, le 28 février, que les armes se taisent sur l'ensemble des fronts de la guerre. De nombreux déplacés en profitaient vendredi pour regagner leur foyer au Liban, dans le sud du pays ou la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, ignorant les avertissements du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu qu'Israël n'avait pas encore fini le travail pour obtenir le désarmement du Hezbollah. L'armée israélienne reste présente au Liban dans une bande de 10 km de profondeur depuis la frontière. Mais Donald Trump, qui a arraché cette trêve de 10 jours, a haussé le ton à l'égard de son allié, Israël ne bombardera plus le Liban, a-t-il lancé. Ils ont interdiction de le faire de la part des États-Unis. Ça suffit. Sujet suivant. Les artisans boulangers et fleuristes pourront faire travailler leurs salariés ce 1er mai, annonce Sébastien Lecornu, France Info. Les artisans boulangers et fleuristes pourront faire travailler leurs salariés ce 1er mai, annonce Sébastien Lecornu. Un projet de loi en ce sens sera présenté avant le 1er mai, a détaillé le Premier ministre vendredi. Publié le 17-04-2026 14h58, mis à jour le 17-04-2026 19h42. Temps de lecture, 3 minutes. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, le 10 avril 2026, à Paris. Yann Langsdon, AFP. Une solution temporaire. Artisans boulangers et fleuristes pourront faire travailler leurs salariés ce 1er mai, a annoncé, vendredi 17 avril, Sébastien Lecornu après avoir reçu les représentants des boulangers et des fleuristes à Matignon. En attendant un projet de loi pour encadrer cette ouverture, qui ne sera pas voté avant le 1er mai, Sébastien Lecornu a annoncé une solution d'urgence après avoir reçu les représentants de ces professions. Les boulangers et fleuristes indépendants pourront ouvrir ce 1er mai, évidemment sur la base du volontariat des salariés. Une instruction sera donnée à l'ensemble des services de l'État, a-t-il ajouté. Dans une déclaration à l'AFP, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, soulignant l'indépendance des inspecteurs du travail, a expliqué que les consignes promises par Matignon consistent à ce que les commerçants, le cas échéant, n'aient pas à payer d'amende,
sous réserve que les conditions de volontariat et de rémunération doublée ce jour-là soient bien respectées. Le Premier ministre a confirmé un futur projet de loi pour cadrer le travail ce jour-là pour ces professionnels à partir de 2027. Il renverra à une discussion sociale par branche et permettra de faire travailler les salariés sur la base du volontariat et en les payant double, a-t-il détaillé. Depuis Matignon, le président de la Confédération nationale des boulangers et boulangers-pâtissiers, Dominique Enract, s'est dit ravi de savoir que les boulangers vont pouvoir ouvrir avec leurs salariés payés double sur la base du volontariat et en toute sécurité. C'est une victoire du bon sens, du travail et de la liberté, a salué le patron du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal, sur X, grand promoteur d'une proposition de loi sur le sujet qui a été écartée cette semaine. La proposition de loi avait reçu une forte opposition des syndicats et des menaces de censure de la gauche et l'exécutif avait reculé, au risque d'apparaître paralysé dans son action. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est réjoui sur X d'une décision bienvenue, qui redonne un peu de liberté et de pragmatisme dans une économie suradministrée, où la contrainte et l'interdiction sont devenues la norme. La CGT a pour sa part rappelé que les boulangeries artisanales pouvaient déjà ouvrir le 1er mai, sans faire travailler de salariés. Pas question que ce nouveau projet de loi ouvre une brèche contre les droits des salariés, avertit le syndicat, qui craint que la proposition de loi défendue par Gabriel Attal ne revienne par la fenêtre. Il est hors de question d'ouvrir une brèche sur l'autorisation pour tout le monde de travailler le 1er mai, a abondé auprès de l'AFP le numéro 2 de la CFDT, Yvan Ricordeau, qui insiste sur les garde-fous nécessaires au projet de loi. Il faut un accord de branche, ce n'est que 2 secteurs et ce n'est que le monde artisanal. Tout en déplorant qu'on pousse les gens à ouvrir ce 1er mai, le président de la CFTC Cyril Chabagnier se réjouit, lui, que le gouvernement se concentre sur les secteurs un peu problématiques des boulangers et fleuristes. Non concernés, les professions de la boucherie et de la poissonnerie ont déploré vendredi une décision inéquitable qui crée une rupture manifeste d'égalité entre les professions que rien ne justifie. Sujet suivant. Il faut un seul candidat de la droite et du centre le plus tôt possible, les Républicains face à l'embarras du choix, à un an de la présidentielle, France Info. Les 18 et 19 avril, les adhérents de LR doivent se prononcer sur un mode de désignation du candidat de leur parti à l'élection présidentielle. Bruno Retailleau devrait sortir renforcé mais devra toujours compter avec ses rivaux en interne. Un parfum de présidentielle par un beau week-end de printemps. À un an du scrutin, les adhérents du parti Les Républicains sont amenés à trancher la stratégie pour 2027, samedi 18 avril et dimanche 19 avril, lors d'un vote électronique. Ils doivent déterminer la méthode qui sera choisie pour désigner le candidat de leur camp à l'Élysée. 3 options s'offrent à eux, une primaire fermée avec un vote ouvert aux seuls adhérents LR à jour de cotisation, une primaire semi-ouverte avec un vote réservé également aux sympathisants à condition qu'ils adhèrent au parti pour pouvoir voter ou enfin la désignation directe du président du mouvement, élu en mai 2025. Si cette dernière option l'emporte, Bruno Retailleau deviendra officiellement le candidat des Républicains à la proclamation des résultats et pourra lancer sa campagne présidentielle. Est-ce que tout sera réglé pour autant, dans un parti en crise régulière depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 ? Rien n'est moins sûr. Au royaume des bookmakers et des observateurs de longue date de la vie politique de la droite, la désignation immédiate de Bruno Retailleau tient la corde. Il a été malin. Glisser sa candidature directe parmi d'autres propositions, ça la rend crédible, explique un cadre francilien du parti à France Info. Surtout qu'il ne prend pas trop de risques, car notre adhérent de base déteste a priori l'idée de primaire. Les 3 options sont des options Retailleau. Un des ministres LR du gouvernement à France Info partisan d'une primaire avec les macronistes, ce membre du gouvernement de Sébastien Lecornu déplore le manque d'ouverture des divers scénarios, tous centrés autour de LR. C'est la secte du temple solaire dans une cabine téléphonique, ironise-t-il, jugeant l'espace politique de la seule droite trop restreint en vue de la présidentielle. Dans l'entourage du président de LR, on estime qu'une partie de l'appareil, ceux qu'on entend moins que les autres, ne souhaitent pas de primaire ou de nouvelles élections internes après celles de l'an passé. Pour les proches de Bruno Retailleau, il est naturel que les chefs de parti défendent leur camp aux élections. Est-ce qu'on demande à Édouard Philippe d'organiser une primaire au sein de son mouvement Horizon, grince un conseiller du sénateur de Vendée. L'entourage de Bruno Retailleau décrit le président des Républicains comme assez détaché, ne faisant pas campagne pour une solution plus qu'une autre. S'il est désigné dès dimanche, ça aura le gros avantage de ne pas nous faire perdre de temps, reconnaissent néanmoins ses proches. Ça ne règle pas tous les problèmes,
mais ça lui donnera une légitimité. De quoi se défaire de ses rivaux déclarés ou potentiels que sont Xavier Bertrand, David Lisnard, Michel Barnier ou Laurent Wauquiez. Il a raison d'affirmer son leadership avant de lancer le programme. Il est dans une démarche de construction et de clarification. Il sera vraisemblablement désigné, mais il sera désigné faute de combattants, juge Valérie Pécresse, elle-même désignée candidate LR pour la présidentielle 2022 via une primaire fermée. Bruno Retailleau ne va éliminer que ceux qui ne le contesteront pas, c'est-à-dire pas beaucoup de monde, persifle un ministre LR. Car David Lisnard, lui, n'a pas attendu l'issue du vote du week-end pour en dénoncer la procédure. Le maire de Cannes, réélu largement le dimanche 15 mars avec 81 des voix dès le premier tour, a évoqué un vote biaisé et truqué sur BFM TV. 6 jours plus tard, il annonçait sur France 2 son départ de LR et sa candidature à l'élection présidentielle. Si je me présente, c'est justement pour proposer une primaire ouverte. Je n'ai pas la notoriété de certains, mais je travaille depuis des mois avec une énergie renouvelée, assure-t-il. Dans son esprit, cette primaire irait de l'UDI à Reconquête en passant par Horizon. C'est un périmètre semblable, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, que défend Laurent Wauquiez depuis plusieurs mois. Dimanche soir, un résultat favorable à Bruno Retailleau enterrera-t-il la proposition de primaire du président du groupe LR à l'Assemblée nationale? L'intéressé ne veut pas y croire. Cette primaire est, selon lui, le seul moyen d'éviter les divisions qui élimineraient inévitablement le centre et la droite du second tour de la présidentielle. Cela ne change rien, pour moi, ce qui se passe dimanche est un non-événement, explique-t-il à France Info, assimilant ce scrutin à un choix de dupe. Il entend au contraire d'intensifier la pression autour de cette primaire que Bruno Retailleau ne peut pas balayer d'un revers de main. Cette primaire est un objet politique non identifié, mais c'est la seule porte de sortie pour Wauquiez, commente un de ses soutiens. Sauf qu'une partie des Républicains ne veut pas entendre parler de Sarah Knafo ou d'Éric Zemmour, étiquetés à l'extrême droite. Elle lui préfère la proposition de Gérard Larcher, défenseur d'une grande primaire au sein du seul bloc central entre Horizon, Renaissance et LR. Le président du Sénat est une voix qui compte au sein de la droite. Un ministre LR fonde quelques espoirs sur son influence. Il suffit que 3 ou 4 gros poissons soient d'accord pour la mettre en œuvre, et tout le monde finira par y venir. C'est la seule solution. Un ministre LR à France Info, d'autres se montrent moins optimistes. J'y étais très favorable, mais je vois bien que c'est impossible, car les présidents des grands partis, comme Retailleau, Attal ou Philippe n'iront pas pour la simple raison qu'ils ont compris que la primaire donne de la lumière à des personnes sorties de nulle part, témoigne un membre important du bureau politique. Le clan Retailleau reste circonspect sur l'organisation logistique et politique de cette primaire. Quand vous mettez 2 pro-primaires dans la même pièce, ils ne sont pas d'accord entre eux, se moque un conseiller du président LR. Dans une interview au Figaro, le sénateur de Vendée a balayé toutes ses prospectives. Je ne consacrerai pas une minute de mon temps, de mon énergie, à essayer d'échafauder des mécanismes auxquels plus personne ne comprend rien. Plutôt que d'essayer de construire des usines à gaz, je trace ma route, car je veux que LR ait un candidat pour 2027. Bruno Retailleau, président des Républicains dans le Figaro sans passer par la case primaire, une candidature unique de la droite et du centre est-elle possible? C'est le sens de l'appel lancé par 90 élus issus de LR et des 3 partis macronistes dans la tribune. Les signataires estiment que seule l'union de la droite et du centre permettrait d'éviter un duel entre Jordan Bardella ou Marine Le Pen RN et Jean-Luc Mélenchon LFI au second tour de la présidentielle. Nous appelons à un sursaut d'unité, pour créer les conditions d'un large rassemblement autour d'un projet et d'une candidature unique en 2027, écrivent-ils, exhortant chacun à dépasser les querelles d'ego. Mais prudent, ils n'indiquent pas de méthode pour parvenir à trancher les ambitions. Or, en l'absence de primaire, les sondages scelleront les rapports de force. Tout va se jouer en octobre, au moment où les Français commencent à s'intéresser à la présidentielle. Un proche de Bruno Retailleau à France Info: est-ce qu'il y a une menace Mélenchon au second tour ou pas? Si cette menace-là n'est pas criante, il sera compliqué de mettre tout le monde d'accord. Chacun verra midi à sa porte, ajoute-t-il. Ce sera peut-être le moment où Xavier Bertrand tentera sa chance. Le président de la région de France se prépare, comme il l'a déclaré à France Info le 1er septembre. Mais il ne souhaite pas passer par une primaire, échaudé par sa 4e place en 2022. Je ne ferai pas les erreurs de la fois dernière, poursuit-il. Je n'ai pas été moi-même. Je me suis refondu dans le jeu d'une primaire, alors qu'au final l'élection présidentielle, c'est la rencontre de tous les Français. Michel Barnier, lui,
considère qu'il est à même de représenter le bloc central ayant participé à sa création quand il était à Matignon. Dans l'Express, l'éphémère Premier ministre a récemment égrené le programme de coalition qu'il a envoyé aux élus de la droite et du centre. Officiellement, c'est une boîte à idées qu'il met au pot commun, mais qu'il pourra toujours utiliser pour son propre compte. Quoi qu'il en soit, il a créé un site internet participatif auquel les internautes peuvent soumettre leurs propositions. Valérie Pécresse, elle, rencontre chaque candidat pour plaider pour un vrai programme de rupture. Mais, je ne serai pas candidate à nouveau, car ce serait indécent d'ajouter à la division. Je veux être un facteur d'unité, assure la présidente de la région Île-de-France. Combien de temps pourra durer ce round d'observation, chacun guettant les chutes sondagières de l'autre? Au plus tard, il faudra un candidat unique en novembre, juge Gérard Larcher dans Le Parisien. On verra bien alors qui aura réussi à accrocher l'opinion à ce moment-là, temporise l'entourage de Bruno Retailleau. Valérie Pécresse s'inquiète, je pense qu'il faut un seul candidat de la droite et du centre le plus tôt possible. Je crains qu'ils ne s'abîment mutuellement. Parce que quand on construit des campagnes les uns contre les autres, on finit par s'amocher et à un moment donné, il y a un point de non-retour et on ne peut plus se réconcilier, conclut l'ex-candidate des Républicains à la présidentielle. Sujet suivant. L'actrice Nadia Fares est décédée après son accident en piscine à Paris, France Info. L'actrice Nadia Fares est décédée après son accident en piscine à Paris. L'interprète des Rivières pour prêter âgée de 57 ans. Publié le 18-04-2026 minuit 56 mis à jour le 18-04-2026 1h09 temps de lecture. 1 minute Nadia Fares, lors d'une marche appelant à la paix dans le Moyen-Orient à Paris le 19 novembre 2023. Bertrand GUAYAFP. L'actrice Nadia Fares, retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne il y a une semaine et plongée depuis dans le coma, est décédée vendredi à 57 ans, ont annoncé ses filles à l'AFP. L'actrice est morte à la Pitié-Salpêtrière, où elle avait été hospitalisée dimanche, après avoir été remontée à la surface, inconsciente, d'une piscine d'un club privé de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte mais aucune infraction n'a été relevée à ce stade. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Fares. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre, ont écrit Cilia et Chana Chassement. Avant d'être remarquée dans l'adaptation des Rivières pourpres par Mathieu Kassovitz en 2001, Nadia Fares a commencé sa carrière dans la série Navarro, puis dans le film Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. Après une dizaine d'années d'interruption volontaire pour raisons personnelles, elle est revenue sur les écrans en 2016, dans la série Marseille puis dans le film On the Line 2022 de Romuald Boulanger, avec Mel Gibson comme partenaire. Sujet suivant. Affaire Christophe Ruggia, le réalisateur condamné en appel à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur Adèle Haenel, France Info. Publié le 17-04-2026 21h23 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 2 minutes vendredi 17 avril, la Cour d'appel de Paris a condamné le cinéaste Christophe Ruggia à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour agression sexuelle à l'encontre d'Adèle Haenel. Il est reconnu coupable d'avoir pris au piège l'actrice, alors âgée de moins de 15 ans au moment des faits. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. La fin d'un long parcours. La décision rendue vendredi 17 avril, dans l'après-midi, marque un jour important pour Adèle Haenel. La procédure judiciaire a été si éprouvante qu'il lui est toutefois impossible de complètement tourner la page. Je pense immédiatement à tous les enfants qui sont victimes de pédocriminalité. Je pense à eux et je veux dire que moi, j'ai fini mon parcours judiciaire, mais en ce qui me concerne, toute ma vie sera dédiée à la justice et à l'avancée des droits humains, a déclaré l'actrice à l'issue de l'audience. Le cinéaste Christophe Ruggia vient d'être condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique pour agression sexuelle sur la jeune femme. L'actrice quitte l'audience, émue, sous quelques applaudissements. Aujourd'hui, le tribunal, puis la cour, lui a dit « Vous étiez une enfant, vous êtes une victime et il est coupable ». Et ça, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de l'entendre, a souligné maître Anouk Michelin, avocate d'Adèle Haenel. Depuis ses révélations en 2019, Adèle Haenel raconte l'emprise, lorsqu'âgée de 12 ans, elle se rend les samedis dans l'appartement du réalisateur, 3 fois plus âgé qu'elle. Des rendez-vous pendant 3 ans destinés, selon lui, à étoffer sa culture cinématographique. L'actrice dénonce, elle, des attouchements et des baisers forcés. En 2020, Adèle Haenel dénonce des violences sexuelles dans le cinéma français.
Sa sortie fracassante lors de la cérémonie des Césars en 2020 marque les esprits. Roman Polanski, accusé de viol, venait de recevoir un prix. L'artiste devient un symbole du mouvement MeToo. Vendredi 17 avril, à leur sortie d'audience, ni Christophe Ruggiani ni ses avocats n'ont souhaité faire de commentaires. Le réalisateur a toujours nié ses agressions.